Jésus est ressuscité, la Pâque est passée, nous sommes de retour dans ces studios avec le même plaisir, comme j'aime à le dire souvent. Nous revoilà partis avec nos chroniqueurs qui sont à nouveau là, avec le même plaisir, le même bagou, la même envie de décortiquer l'actualité nationale et pourquoi pas internationale. Aujourd'hui, nous irons du côté de l'Europe et plus précisément du côté de la France pour parler de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et sa challenger Marine Le Pen. Nous quitterons la France pour revenir au Bénin où nous reviendrons sur les mesures agricoles de soutien qui ont été prises lors du dernier conseil des ministres par le gouvernement et du volte-face toujours au niveau des mesures, au niveau des produits pétroliers qui ont malheureusement connu une hausse alors qu'il était dit que durant 3 mois, on n'en entendrait plus parler. Allez, quand on aura fini de dire tout ceci, nous irons du côté du melting pot pour parler politique béninoise, les élections législatives pointent du nez, il y a des personnes qui vont se mettre sur la ligne d'arrivée, la ligne de départ, pardon, et donc on essaiera de comprendre pourquoi Nouroudine Saka Saleh a prononcé son désistement cette semaine. Nous irons également du côté des débats politiques, de la contradiction sur nos plateaux de télévision. Pourquoi on a de moins en moins des débats contradictoires et surtout, qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'Eden TV avec le forfait de nos amis qui avaient projeté donc un débat houleux justement pour revenir sur un droit de réponse de Sieur Ayadji, président de Mouel Bénin, j'aime bien dire la moelle épinière. Allez, nous sommes donc là, le menu il est bien corsé et nous aurons du plaisir à le décortiquer. Tout de suite et sans transition, on s'installe en France. Hier sur TF1, débat d'entre-deux tours a cristallisé toutes les attentions. Serait-ce un bis repetita de 2017 où chacun des acteurs, en vertu de leur parcours, aurait-il pris plus de poil de la bête? En tout cas, les chroniqueurs nous diront ce qu'ils en ont pensé. Débat d'entre-deux tours, quelle impression vous reste? Aboubacar Takou. Ce débat, avouons-le, je ne l'ai pas suivi dans son intégralité. Les séquences qui m'ont été permises de suivre ont trait, de mon point de vue, au comportement de Macron. J'ai vu Marine Le Pen très sérieuse dans ses positions et toutes les fois où la parole est donnée à Macron, il fallait qu'il vienne un peu narguer, ironiser, ridiculiser les propos de la dame. J'ai vu un débat entre une voix sérieuse et une voix entre griffes moqueur qui voulait ridiculiser l'autre. Et je crois que ça pourrait avoir un effet bourrin et Macron pourrait la prendre à ses dépens et voir Marine Le Pen, contrairement à ce qui est dit au départ, gagner cette élection. Alors, Aboubacar Takou l'a dit, on a vu un Macron qui a fait le choix d'attaquer le projet de Marine Le Pen que de défendre vraiment son propre bilan. Pourquoi le choix d'une telle approche, Tibur Salabé? Alors, il faut dire que ce débat ne rentrera pas dans les annales. Ça, c'est pas historique. Ça ne fait pas partie des grands débats qu'on a eu. L'habitude. Qu'on a eu quelques fois pendant les élections présidentielles en France. Je sais par exemple que le débat Chirac-Mitterrand de 1988 est resté dans les annales. Le débat Chirac-Jospin en 1995. Et puis récemment, le débat Chirac. Le débat Hollande. Le débat Hollande-Sarkozy. Avec cette fin en gerbe et tout. Mais hier, j'ai pu voir quand même la déception de beaucoup de gens qui n'ont pas. C'était pas un débat entre deux gladiateurs. On a eu un débatteur, d'un côté un débatteur totalement confiant, excessivement confiant en lui-même, qui était d'ailleurs très condescendant. Macron, qui est venu vraiment pour, genre, c'est le monsieur je sais tout, qui déroulait son cours, qui allait, et même parfois dans la posture. Il avait même parfois des postures très sarkozystes, des mouvements, des rictus, des choses et tout. Et en face, on avait la morgue. On avait cette dame qui n'était sûre de rien du tout, qui titubait, qui hésitait sur... Et on sentait
que sur plusieurs segments du débat, elle n'était pas sûre d'elle-même. Elle avançait des chiffres et quelquefois, vous voyez Macron qui dit votre chiffre est faux et elle ne revient pas là-dessus. Je crois que franchement, à ce niveau de débat, quand tu avances un chiffre et que ton contradicteur attaque ça, tu expliques d'où est-ce que tu les as eu. Tu reviens sur ça. Parce que si tu es capable d'avancer de faux chiffres, quel argument, quel crédit on peut donner à ton argument? Donc, ça fait un peu comme si elle n'était pas sûre de son affaire et elle essayait de ne pas sortir du canevas qu'elle s'était fixé. C'est-à-dire, c'est comme si elle sortait du canevas, elle avait perdre pied. Donc, du coup, chaque fois qu'elle est bousculée, elle essaye de revenir dans le canevas. C'est-à-dire en acceptant toutes sortes d'humiliations que son vis-à-vis lui infligeait. Donc, à un moment donné, effectivement, le débat avait commencé par être très ennuyeux. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on gagne franchement à voir Macron, qui même se substituait aux journalistes, qui posait même des questions à Marine Le Pen. Mais en même temps, c'est un gros piège. C'est un gros piège parce que moi, honnêtement, je ne me vois pas en train de souhaiter la victoire de Marine Le Pen, qui, qu'on le veuille ou pas, est de l'extrême droite. Elle est candidate de l'extrême droite, ça c'est clair. Ça se sent dans tes propos déjà. Donc, oui, ça c'est clair. C'est sans changer rien. Je ne vois pas quel intérêt moi j'ai, en tant qu'Africain et tout, à soutenir l'extrême droite en France. Donc, je n'y ai pas mes intérêts. Mais dans le même temps, quand je vois Macron, qui déjà a snobé le premier tour, et qui déjà avait donné le sentiment d'être sûr de son affaire. C'est-à-dire, il est le patron de l'Europe aujourd'hui, il parle avec Poutine, donc, vous voyez, et le premier tour, il a snobé ça. Le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé face à face avec Marine au second tour. Et au second tour, il vient pour le débat, on le retrouve encore très hautain. Très arrogant, je vais même dire, très sûr de lui. En fait, très moqueur. Il n'a pas... Enfin, moi, s'il tient ce genre de débat, s'il fait ce genre de débat face à quelqu'un d'autre, franchement, moi, il m'aurait perdu. Ouais, mais face à Marine, je ne sais pas trop. Allez, Tibius Adagbe, on le rappelait, hein, dans la gestuelle, le candidat nous a rappelé un autre candidat, Sarkozy. C'est une gestuelle énergique, empreinte de condescendance, que d'aucuns qualifient même d'arrogance. Est-ce que c'est une bonne option à un moment aussi crucial du débat? Cette option... D'une élection, je veux dire. Cette manière de faire a fait perdre Sarkozy en son temps. Donc, s'il n'a rien trouvé qu'à imiter Sarkozy, je crois qu'il va l'apprendre à ses dépens. Et dans les propos de Tibius Adagbe, j'ai senti l'Africain qui défend ses autres compatriotes en France en choisissant position et en démontrant que Marine Le Pen n'était pas dans ses sabots. Est-ce qu'en France aujourd'hui, on n'a pas besoin qu'il goûte un peu à l'extrême droite, un peu pour, ne serait-ce que pour... Vous savez, la révolution, elle est en marche. Et le score de Mélenchon, qui est un peu extrémiste dans son bord, prouve à foison que les extrémistes qui sont encore en train de monter annoncent un message que les jeunes aujourd'hui, ils veulent tenter une autre option, une autre vision. Et ça pourrait taper sur le bec de Macron. Et cette suffisance qu'il a à croire que c'est lui qui est le génie des chiffres, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui peut ridiculer la dame, je crois qu'il va la prendre à cette dépense. J'ai bien peur. Alors, on a vu quelqu'un qui est un troisième larron qui a débarqué dans ce débat-là, au lendemain de ce débat-là, et qui se positionne même déjà en tant que Premier ministre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous dites des affiches qui circulent déjà, où on le voit réclamer la primature? Alors, vous savez, Mélenchon, c'est vrai qu'il fait l'unanimité quand même, hein, sur son art oratoire. Tout le monde sait que... Un vrai trublion, tribun. Si Macron avait eu Mélenchon en face hier, il n'aurait pas été aussi heureux. Et n'oubliez pas que Mélenchon a vécu très mal la soirée électorale au soir du premier tour, en voyant qu'il y avait pratiquement que quelques centaines de milliers de voix sur près de 40 millions d'électeurs qui le privaient du second tour. Et vous voyez son âge. Donc lui, aujourd'hui, il joue son va-tout en quelque sorte. Son va-tout. Tous les jours comptent aujourd'hui. C'est le compte à rebours. Quand vous avez au-delà de 70 ans, hein, et qu'une élection présidentielle comme ça ne vient que chaque 5 ans,
et que vous avez été pratiquement, je dirais, vous avez toqué à la porte du second tour, en sachant que si Mélenchon allait au second tour, rien n'aurait été gagné. Parce qu'après, il n'y aurait pas eu ce genre de procès de conscience que, par exemple, moi j'ai à vouloir, par exemple, à voir, par exemple, Marine donner la claque à Macron et gagner la présidentielle. Enfin, ce n'est pas qu'on ne fait pas ça, mais on a un problème, on a un procès de conscience. Tout à fait. Mais avec Mélenchon, on n'en aurait pas eu. On n'aurait pas eu. Donc, heureusement, mais Mélenchon le sait très bien. Vous savez, quand il a voulu donner sa consigne, il a dit qu'aucune voix n'aille à Marine, n'a pas dit de voter. Il n'a pas, absolument. Macron. Et quand Macron... Limite, il appelait à une certaine abstention. Oui, mais il le dit pour se positionner déjà pour les législatives. D'ailleurs, en France, c'est généralement comme ça. Quand les gens font les reports de voix au soir du premier tour de l'élection présidentielle, c'est toujours très calculé par rapport, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Absolument, c'est vraiment quelques semaines. Voilà, après. donc il considère que pour les élections législatives, le Front National n'aura pas grand-chose. Donc celui qui, aujourd'hui, représente vraiment le contrepoids par rapport à Macron qui sera lui. Probablement... Alors, j'ai envie de vous demander là, tout de suite, à tous les deux, est-ce que ce débat sera déterminant dans ce qui va se passer dimanche 24? Moi, je dis, ce débat ne sera pas déterminé parce que c'est un débat, comme l'a dit d'abord, qui n'a pas suscité assez d'engouement et qui n'a pas été un débat de gladiateurs, de deux grosses personnalités qui s'affrontent. Donc, les Français vont tout de suite ranger ça au placard pour rester dans leur idée préconçue de voter comme ils l'entendent le faire. Ils l'entendent. Donc, oui, c'est vrai que tous les spécialistes unanimes ont toujours répété que le débat ne change pas grand-chose. Le débat, plutôt, les gens suivent le débat pour se donner raison, d'avoir opéré un choix. Mais ils n'opèrent pas le choix parce qu'ils ont suivi le débat. Enfin, c'est ce que les spécialistes disent. Mais dans le même temps, quand je me reporte au débat, comment on appelle, Hollande, Sarkozy. Hollande, Sarkozy, quand même, on a eu le sentiment... Moi, président, ça résonne quand même... On a eu l'impression qu'à la fin, quand même, le Hollande a scellé un coup de massue à Sarkozy et que ça a joué. Mais après, les gens vous disent ça n'a pas d'impact et tout. Mais de l'autre côté, ce débat-ci a quand même n'a pas été aussi suivi que le débat d'il y a 5 ans. Les statistiques ont montré que là, on a 14 millions de personnes qui ont suivi sur les chaînes, alors qu'il y a 5 ans, c'était 15 millions. On peut dire que la marche est quand même serrée. Mais toujours est-il que les deux candidats qui sont venus au second tour n'ont pas été en mesure vraiment de susciter énormément d'enthousiasme. Si vous devriez donner des cartons assez... Cependant, il faut retenir ceci. Ce débat aura la bénédiction de faire, de donner la chance à Le Pen. Parce que Le Pen a été sur le plateau comme la victime de... C'est pour ça que je m'en allais vous demander de les noter, justement, si vous devriez dire s'ils ont convaincu, quel carton vous donneriez à... Je suis partisan dans ma note, parce que j'ai... Vous donneriez un verre à qui? Un verre à Marine Le Pen pour ne pas trahir ma conviction. Très bien. Et vous? Moi, je donne un rouge aux journalistes qui ont laissé Macron se substituer à eux la majeure partie de l'émission. C'est vrai que de temps en temps, de façon très molle, ils essayaient de modérer. Ils essayaient de dire, Marine, vous avez la parole. Marine, vous avez votre temps de parole est... Voilà. Vous êtes en avance. Donc, vous êtes c'est un peu agaçant. Ouais. Très bien. Allez, le débat de l'entre-deux tours est bien terminé. Les élections pointent à l'horizon pour le dimanche 24 avril. Les Français iront donc aux urnes pour élire celui qui va justement conduire leur destinée les 5 prochaines années. On espère en tout cas que des suites de ce débat-là, en tout cas, on puisse encore avoir Manu à la présidence, hein, parce que une Marine Le Pen, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Il faut nous laisser le dire. Aboubacar Takou. Non. Même si on peut le souhaiter juste pour emmerder la condescendance et l'arrogance de affichée de Emmanuel Macron, je crois que les extrêmes, voilà, les extrêmes ne seront jamais bien et donc
vivement les élections pour qu'on voit encore une fois de plus la démocratie, parce qu'au-delà de tous ces débats-là, moi, c'est ce que j'aime bien dans le jeu démocratique, c'est de voir des personnes redescendre un peu de leur piédestal et venir affronter des réalités qu'ils ont perdues un peu. Parce que quand vous êtes au sommet, vous perdez un peu pied. Mais quand vous êtes confronté à ce type de débat qui vous ramène un peu dans vos petits souliers, ça vous remet d'équerre. Voilà. Donc, c'est un jeu démocratique qui était joli à voir, en tout cas pour nous qui sommes amoureux de débats contradictoires. On se retrouve juste après donc cet encart publicitaire et ce sera pour parler justement des mesures préventives de soutien aux populations en République du Bénin. À tout de suite. Le gouvernement entre volte-face et mesures de soutien. Lors du Conseil des ministres de ce 20 avril, le gouvernement a annoncé une série de mesures dans le domaine agricole. Des mesures fortes qui font pousser un ouf de soulagement aux acteurs du secteur. Mais dans le même temps, elles rapportent quelques mesures au niveau des produits pétroliers. Avec nos chroniqueurs, nous irons donc au détail pour comprendre chaque mesure. Alors, nous allons démarrer avec les mesures prises au niveau de la production agricole à travers le Conseil des ministres d'hier. Le prix de cession du coton graine a été revalorisé à 300 francs contre 260 la saison passée. Et surtout, le prix de cession du sac d'engrais de 50 kg est passé de 14 000 alors qu'il tournait autour de 22 000 francs CFA sans la subvention étatique. Voilà donc pour le hautement social au niveau des mesures d'accompagnement donc dans le secteur agricole qui fait véritablement la joie des acteurs du secteur. Avant de revenir au volte-face, nous allons donc vous demander comment vous appréciez ces mesures-là. Je crois que c'est un rééquilibrage. C'est un rééquilibrage, c'est-à-dire que ce que l'État met d'un côté, il a dû puiser ça, ou il a dû prendre ça quelque part. L'impression que j'ai, c'est que la guerre en Ukraine, qui a bon dos, qui est responsable de tout, de toutes les perturbations qu'on observe actuellement, enfin, c'était pas prévisible. C'était pas prévisible. C'est vrai que la tension existait et tout, mais c'était pas prévisible plutôt dans ses conséquences. Donc tous les États ont été pris de court, tout le monde a été pris de court. Et dans la précipitation, il y a les premières mesures qui ont été prises. D'ailleurs, vous avez remarqué que, par exemple, avec les boulangers, ça allait, ça revenait. On disait tantôt que le pain augmentait. Le pain devait rester à 150. Un certain niveau de prix. Dans le même temps, on n'avait pas pu maîtriser le prix du blé. Après, on a pris des décisions comme ça pour décider du prix. Et puis, les populations, enfin les vendeurs disent, mais attendez, vous prenez cette décision alors que moi j'ai acheté le produit au prix de l'inflation et vous voulez maintenant que moi je le revende au prix maîtrisé. Donc tout ça, il y a eu ce genre de... Je crois il y a eu ce genre de petites mauvaises décisions qui peut être compréhensible. C'est-à-dire on peut se dire c'est dans la précipitation. Et je crois que là maintenant, le gouvernement est en train d'affiner progressivement. Alors je comprends qu'en décidant de donner du pouvoir d'achat aux paysans, c'est déjà pour leur donner l'envie de produire. Vous voyez, dans la suite des décisions, c'est-à-dire on leur livre l'engrais à un prix nettement plus abordable, parce que les chocs exogènes que nous venons d'avoir avec la crise en Ukraine ont montré sans doute au gouvernement qu'il vaut mieux encourager la production locale et produire, consommer ce que nous produisons surtout. Mais pour que nous consommions ce que nous produisons, il faut produire. Mais pour qu'on produise, il faut que toute la chaîne, le mécanisme soit huilé. Et donc c'est ça qui a... Enfin, j'explique, je ne suis pas dans le secret des dieux et tout, moi j'essaie juste d'expliquer. Donc en fait, le gouvernement fait l'option d'encourager la production. D'accord. Donc au niveau du
recul, du On rétro-pédalage. va revenir au rétro-pédalage en permettant d'abord à Aboubacar Takou justement de parler des mesures d'abord d'accompagnement du secteur agricole. Moi, je ne suis pas agronome, mais je veux parler comme le journaliste qui observe et qui a son idée sur les décisions prises. Je crois que si j'étais à la place du président Talon, j'étais membre du gouvernement, j'allais plutôt demander qu'on réduise un peu le prix auquel on prend le coton auprès des cotonproducteurs. Parce que quand vous leur donnez la possibilité d'avoir facilement accès aux intrants, comme si les difficultés auxquelles le monde est confronté aujourd'hui ne nous affectent pas, et que dans le même temps, vous augmentez le prix auquel vous allez prendre le coton, ils vont tout de suite aller du côté du coton, et la famine que nous créons sous peu risque de nous rattraper. Parce que pour un cotonculteur, bon, enfin, pour un agriculteur qui veut se faire un pouvoir d'achat, il va aller du côté où la production va plus lui donner. Et quand on donne, on fait ce lit douillet au coton, alors qu'on sait que quand on dit le président, on dit Patrice Talon, on voit que le coton. Ça, il faut, ça va être difficile de nous enlever ça de la tête. Et quand on voit que c'est son régime qui décide de donner cet avantage au coton, je vois que l'opposition, si elle était bien outillée, allait nous dire que nous sommes dans un système de poids de mesure. Or, ce n'est pas le cas. Le gouvernement a voulu faire un peu dans le social d'accompagner les gens, mais en donnant ce pouvoir-là au coton, je crains que les produits vivriers n'en prennent un coup. Et la famine se pointant, je dis que c'est une décision qui n'a pas été vraiment mûrée. Et il faut la revoir si possible pour que les agriculteurs ne produisent que du coton. Passons pas beaucoup le coton. Pour le moment, comme nous sommes dans un contexte de crise, eh bien, il faut produire du vivrier pour que les Béninois soit dans une autonomie d'alimentaire d'abord, avant qu'on ne parle du reste. Alors, je comprends la préoccupation de Abou, mais en fait, quand on parle d'intrants, l'engrais par exemple, ce n'est pas que pour le coton. C'est pas que pour le coton, il faut de l'engrais. Mais dans la tête de l'agriculteur, les gens le voient d'abord que... Et mieux, ces engrais seront utilisés pour donner sa chance au produit qui va le plus leur apporter. Et c'est le coton. Par rapport à ce gouvernement, c'est le coton. En fait, dans les mesures aussi, vous voyez comme c'est lié à la cession du coton grain, dont le prix a été revalorisé, les gens vont tout de suite se dire que l'engrais, c'est pour justement ce coton-là. C'est pas non moins pertinent ce qu'il dit. Non, mais il ne faut pas banaliser le niveau de sagesse des dirigeants. Des paysans. Hein. Non, au contraire. Le paysan, c'est ce qui va rapporter l'argent qu'il veut. Hein. On a dit qu'on lui donne. Alors, vous en parliez tout à l'heure, Tibour Sadagbe, vous parliez justement de la crise en Ukraine et en Russie et des impacts qu'ils ont aujourd'hui sur l'Afrique d'une façon ou d'une autre. Alors, justement, c'est en se rapportant à cette crise-là que le gouvernement rapporte justement sa décision de maintenir le prix du gasoil à 600 francs et sur 3 mois. Alors, aujourd'hui, nous sommes passés de 600 à 668 francs et à part l'essence qui a été maintenue, le gaz domestique a connu une augmentation ainsi que le pétrole. Alors, pourquoi ce volte-face? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans un premier temps, le gouvernement va évoluer en tâtonnant et après affine. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Très, très bien. Mais d'une autre façon, on peut l'expliquer en disant, mais ce qu'on est en train de donner aux cotonculteurs et tout, c'est que dans les calculs, on a dû les puiser ailleurs. Et peut-être que, parce que pour contenir les prix, tel que ça avait été décidé jusqu'à fin juillet, je crois, et tout, en fait, il fallait investir. C'est-à-dire quand par exemple, un État décide de faire barrière au choc, à des chocs exogènes, et tout, la barrière se fait avec de l'investissement. Donc si après, l'État se rend compte que, au lieu de bloquer par ici, il vaut mieux que j'investisse de l'autre côté, c'est que le financement là est pris quelque part. C'est comme ça, de façon très schématique que je l'explique. Donc si les paysans peuvent avoir de l'argent, comme ça, l'argent a été pris quelque part. Donc il y a des endroits où il faut desserrer pour pouvoir visser ailleurs. Bon, c'est comme ça que je comprends. Vous l'expliquez de la même façon? Un peu. Je salue ce courage du gouvernement d'affiner, comme l'a dit Tibi Sadagbe, parce que le gasoil maintenu au récent prix n'était pas disponible.
À Or, 600. il vaut mieux rendre le produit disponible quitte à ce qu'il soit légèrement plus cher. Parce que vous imaginez, quand on dit gasoil, ce n'est pas la population directement, mais nous tirons beaucoup du gasoil. Les grandes usines qui fonctionnent au gasoil, qui est une légèrement plus lourde que l'essence classique. Et par exemple, moi, quand je prends mon cas, toutes mes voitures sont diesel. Et toutes les fois où il y a eu cette pénurie, vraiment, ça a été dit pour moi de joindre Donc vous préférez aujourd'hui acheter plus cher tant que cela est disponible? Tant que c'est disponible, on peut pour le moment l'acheter un peu plus cher. En attendant de voir la situation décanter, il vaut mieux que le maintenir à un prix révolutionnaire alors que personne n'aura accès aux produits. Je reste avec vous pour faire le parallèle entre ces deux mesures-là et donner votre carton. Bon, pour le gasoil, le prix qu'on a augmenté légèrement pour rendre le produit liquide, je dis, c'est un carton vert. Maintenant, pour la subvention au niveau de l'intrant, ce qui n'est pas mauvais, mais le fait de rehausser le prix auquel on va prendre le coton graine au cotonculteur, je dis, c'est du rouge parce que ça nous conduit dans la famine que nous voulons éviter dans les jours à venir. Vous dites pareil? Au niveau de la hausse des prix, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas que le gasoil, il y a le gaz domestique. Et là, on est directement dans le panier de la ménagère. C'est pas simple déjà. De prendre aujourd'hui, je crois, le gaz est au-delà de 10 000 francs. Donc, en fait, on est toujours dans l'austérité. On est toujours dans l'austérité. C'est-à-dire que même quand on essaye de dévisser quelque part et tout, on pince ailleurs. Vous voyez? Bon, voilà, je ne peux pas dire qu'on a trouvé une solution révolutionnaire à nos problèmes. C'est pour ça que je dis que le gouvernement essaye de tâtonner. Quand c'est brûlant quelque part, il lève le pied, il appuie ici, donc en fait c'est comme ça. Et quel carton? Oui, bon, je vais donner un jaune parce que là on est dans l'attente, on observe. On va voir ce que tout ça va donner. J'en étais sûr. Et puis au niveau des agriculteurs, je crois qu'après, il y a des structures qui discutent avec les paysans, en fait, et qui savent faire les projections. Et ne pas laisser arriver ce que tu es en train de redouter. Il n'y a aucune Parce que structure les superficies emblavées sont connues et tout, et dès que les superficies emblavées sont emblavées, on sait ce qui va se passer après. Donc ce n'est pas au moment de la récolte du coton aucune structure constate, ne peut réguler la production du coton comparé au vivrier. Non, il ne peut pas. Non, il y a quand même de nouvelles filières qui sont en train d'être entretenues au niveau du ministère de l'Agriculture et qui ne sont pas seulement du coton. Donc en fait, on est en train de parler de... Quand on diminue juste le prix du coton, c'est qu'on va influencer l'augmentation du prix le prix de cession du coton et tout, mais récemment nous avons parlé de la diminution du prix de cession des noix d'acajou. Donc, en fait, ça veut dire que tout ça... Il y a un déséquilibrage, en fait, qui essaye de se faire. Voilà, c'est comme ça. Très bien. Allez, Aboubacar était sur du vert rouge, ça revient au jaune, et je crois que ça reste du jaune sur ces mesures-là, parce que, comme ils l'ont dit nos chroniqueurs, on enlève d'un côté pour aller de l'autre. Et c'est toujours cet équilibre qu'on recherche, toujours dans le souci de diminuer le choc exogène de ces mesures qui nous viennent d'ailleurs, surtout parce qu'avec la guerre en Ukraine, avec l'augmentation du prix du gasoil, il faut dire que il n'y a pas moyen de faire autrement que de le ressentir jusque dans le panier de la ménagère, parce qu'effectivement, en allant chercher ma bouteille de gaz à 10 000 francs, je peux vous assurer que même moi, je l'ai ressenti, parce que d'habitude, quand j'envoie le billet, il me revient de la monnaie. Et c'était pas quand même n'importe quoi. J'arrivais à donner quelque chose à celui qui allait me la chercher. Il fallait maintenant que j'aille chercher encore pour donner à celui-là. Donc, vous voyez, c'est des impacts qui ne laissent personne indifférent. Et on va espérer que dans les jours à venir, en tout cas, cette crise-là puisse se résorber afin qu'on retrouve, en tout cas, au niveau du pouvoir d'achat, un souffle. Parce que c'est pas facile du tout. Je ne sais pas comment les couches les plus démunies font en ce moment. C'est terrible. Ils sont devenus des magiciens. Voilà. Surtout le pétrole. À ce prix, c'est assez inquiétant. Allez, on se retrouve pour le melting pot et ce sera pour parler politique législative 2023 et débat contradictoire au Bénin. À tout de suite.
Nous sommes de retour pour ce dernier tour de piste et cette fois-ci, c'est avec la une du déchaîné que nous introduisions ce panel. Alors, nos mendiants vont nous manger. Attends, vont nous manger, c'est bien ça. Vont nous manquer. Attention, vont nous manquer, très bien. Attention, nos mendiants vont nous manquer. Et on a le communiqué donc de tonton Abdoul qui dit « Votre mendiant Choco, je serai bientôt évacué sur Commencé pour soutenir mon doctorat en mendicité. » On dirait que c'est un collègue de Abou. Sauf que bref. Mais je vous laisserai mon numéro Momo avant de partir, signé le boss. Aka le boss. Non, c'est de 97, 80. Pourquoi était sûr qu'il allait placer son numéro? Voilà, donc la une du DDJ et dans ces colonnes, il y a plein d'autres choses à voir ensuite. Il y a FCBE envers et contre tous. Et j'aime bien comment c'est écrit le envers. C'est la couleur verte en fait. C'est vraiment gestion de nos communes, bientôt la lutte des clashs. Voilà, donc il faut... Concernant... Et voilà, il tient à revenir à commencer. Oui, à commencer. Concernant commencer, tu trouves que c'est très dangereux parce que pour l'avoir... C'est lui qui trouve bien, c'est toi. Hein? Tu ne me laisses pas parler. S'il en a fait ça, attends, tu es devenu son porte-parole ou c'est toi qui veux... Je suis le plus grand lecteur du DDJ, donc je dois... Dans tous les cas, il n'y aura plus de mendiants. Donc, apprêtez-vous. Hein, vous allez vous en intégrer. Vous qui? Ah, nous les mendiants, vous allez nous interdire. Non, mais il n'y aura plus de mendiants. Donc, du coup, je me demande comment vous allez faire le monde. Ah, ça, je crois que c'est une musique que le gouvernement va revoir. Bon, ou alors on va importer un peu de mendiants du Niger. C'est-à-dire pour des missions précises. Alors, pourquoi on en renvoie et pour importer? Non, mais en fait, c'est des réflexions. Moi, j'essaye de... Ce que je sais, c'est que... Ou alors les mendiants... Les mendiants du gouvernement, là, hein, aussi bien chrétiens, vaudouisants, comme le dit mon frère, l'autre, que musulmans, tout le monde consulte. Et quand tu consultes, tu as un bobo. Tout le monde consulte quoi? Le phare. Autre chose. Le phare. Tu vois que le musulman parle du phare, c'est ça que je dis, non? Non, tout le monde consulte. Et on te dit, bon, va faire le monde attend. Moi, aujourd'hui, maintenant, là, quand j'ai appelé, celui que je dois appeler m'a dit, pour ta maman, là, va faire Sarah. À l'église comme à la mosquée. Maintenant, si je vais là-bas, c'est ma vieille femme, ma mère m'a toujours protégé de là-bas. Je vais maintenant, je n'ai pas tous les mendiants. Ah, moi, je vais crier. Je vais écrire comme comment il faut faire? Ou bien il faut crier? Mais il faut réorganiser. Non, mais il faut aller à commencer tout simplement. Non, ce serait mieux. C'est pour les transformer. Non, ce serait mieux de réorganiser la filière que de nous embarquer tous à commencer. C'est pas bon. Mais je me dis quand même, parce qu'il n'y a pas de. Il y a certains lieux de culte qui ont formellement besoin de mendiants. Très bien. Comme les mosquées, par exemple. Comme les mosquées, les vendredis, par exemple, après la prière, la grande prière, il faut faire l'aumône, il faut donner de l'argent. Mais maintenant. Alors, le risque... C'est un gros risque. Non, le risque, c'est que les vrais mendiants s'en aillent comme ça, enfin, les mendiants visibles, et que le marché... soit ouvert à de nouveau. Les mendiants à col blanc, qu'on connaît et tout, qui vont commencer par... Allez, législative 2023. Nous revenons dans le menu du jour, et cette fois-ci, c'est pour parler des législatives 2023. On n'a pas fini. On a fini. Non, mais vous donnez son numéro. Non, il ne va pas donner son numéro. On va pas légiférer ou légaliser la mendicité. On utilise les Abdoul et tout, alors que les gros mendiants, les vrais mendiants sont dans des grosses caisses. Alors, législative 2023, NDSS non partant. Lors d'une interview donc à Matin Libre, Nouroudine Sakassale a tenu une tribune sur les raisons qui l'empêchent de se positionner sur la ligne de départ. L'avez-vous écouté, Tibur Salagbe? Oui, j'ai écouté l'audio. Mais en même temps, je suis resté un peu sur ma faim. Parce que je me disais quand même qu'en 2023, ça devrait être... enfin, je ne donne pas le ciel sans confession non plus à la rupture, hein, mais je me disais quand même qu'il y aurait une possibilité de rebattre les cartes. Hein. Bon, mais là, avec les signaux que je suis en train de recevoir là, du parti Les Démocrates, j'ai comme le sentiment qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que d'abord, il y a le communiqué officiel du parti lu par le ministre Tigri, où qu'on voyait les exigences que le gouvernement doit régler avant que les démocrates n'aillent aux élections. Et en plus, ces exigences légitimes,
En même temps, vous vous dites, mais là on est à 8 mois, à moins de 8 mois, comment tout ça peut être réglé avant janvier prochain? Donc, on a un peu le sentiment que nous sommes en train d'avancer progressivement encore vers le statu quo. C'est dommage. Et quand vous écoutez les déclarations de notre frère Nouroudine, en fait, c'est exactement la même chose qu'il fait. Lui aussi, il commence déjà par dire pourquoi il ne sera pas comment on appelle ça? Au rendez-vous. Oui, au rendez-vous. Et je trouve vraiment que, en fait, c'est très gênant quand même. Ouais, pour moi, c'est très gênant. Parce qu'on veut, autant qu'on est là, on veut des élections. On a toujours réclamé ça ici. Des élections plus ouvertes, avec une participation de tous ceux qui peuvent apporter quelque chose au débat public et tout. Mais là, on est en train de constater que le mal est encore présent. L'autre aspect dans l'intervention de NDSS, c'est que vous sentez qu'il y a un problème interne aux démocrates. Qu'il ait des idées comme ça, pour la place qu'il occupe, membre fondateur, comme il le dit lui-même, qu'il ait des idées et qu'il les fasse passer dans les médias. Donc tu sens que peut-être il se dit qu'il n'y a aucun espoir qu'il soit entendu ou pris en considération au sein du parti. Est-ce que ce n'est pas un autre type de malaise qu'il est en train d'exprimer? Ce qu'il a fait là, est-ce que ce n'est pas plutôt contre les démocrates qu'il est en train de réagir? C'est une question qui reste en suspens. Parce que je me dis, ça c'est des choses qu'il aurait pu dire au sein du parti. Quand il dit au parti, quand il dit des consultations, c'est comme si il est en train d'appeler la base à son secours. Pour dire, en tout cas, moi, c'est pas la voie pour dire. Mais ne vous taisez pas. Vous qui avez envie d'y aller, voilà, réveillez-vous. Allez consulter la base et vous verrez si j'ai raison ou pas. Je crois que c'est un message comme ça. Très bien. Allez, avant de vous demander votre opinion sur les propos de Nouroudine Saka Saleh, cette semaine, le médiateur de la République, justement, dans l'expectative justement de ces législatives à venir, a consulté l'ensemble des partis politiques pour qu'il n'y ait pas un bis repetita justement de ce qu'on a connu en 2019. Vous pensez quoi de cette initiative? Très belle initiative, ça montre... Il va ou il a? Je crois qu'il va. Qui ça? Le médiateur, je crois que c'est... Non, il a déjà commencé. Il a commencé les consultations. C'est du 25 au 5, c'est du 25 avril au 5 mai. Mais c'est lancé. C'est plus important. Oui. Ça a été... Comme le chronogramme est déjà établi, chacun va rester dans son couloir et ça va marcher. C'est une très bonne initiative. Je crois qu'il a reçu quand même déjà. J'ai lu passer ceux qui sont passés. Il a reçu déjà. Il a reçu ceux que le restauré les soit annoncé qui seraient reçus à une certaine date déjà. Il a reçu. Qu'il ait reçu ou qu'il soit en instant de recevoir, je crois que c'est une très bonne initiative. Et cela témoigne de l'évolution des choses et la posture des démocrates lue par le ministre Tigri entre bien dans la campagne. Parce qu'ils sont en droit de revendiquer des choses. Certainement qu'ils n'ont pas toutes les choses revendiquées, mais si au moins un minimum leur concédé, ça va animer le débat politique et ils pourront venir en force pour participer à cette élection dans un mental de gagnant, parce que cette élection ne sera pas facile. Et quant à Nouroudine Saka Saleh, le médiateur de la République n'a plus ou moins jamais vraiment obtenu quelque chose en matière d'élection au Bénin. Vous pensez que là, à ce moment précis, quelque chose va sortir de... Oui, à partir du moment où l'initiative a été prise. Or, par le passé, on n'avait pas ces gens de retour de situation. Je dis, il est déjà sur la bonne pente, sur la bonne piste, et je crois que ça va porter ses fruits. Je vais répondre à l'autre question que tu as posée, Supra. Et le cas de Nouroudine Saka Saleh, je dis, je suis un humain, ainsi je suis journaliste. Donc j'ai fait une opinion ce matin et bien de mes amis, de nos amis m'ont interpellé. J'ai une conscience, j'ai une foi. Alors je vais... Et tu es en carême surtout. Je suis en carême comme Nouroudine Saka Saleh, ce que les gens m'ont rappelé. Et tout à l'heure, j'ai une amie qu'on avait ensemble qui l'appelait. Il était en train de prier. Je dis, bon, je ne veux pas la guerre en plein carême, en plein truc. Je ne veux pas juger ce qu'il a dit. Ce que je retiens, et ça je suis franc, c'est quand je l'ai écouté, j'aime son éloquence, j'aime son style littéraire, sa façon de parler. Donc, c'est mon frère. Je le souhaite qu'il soit candidat. Là, il commence à m'inquiéter. Non, on n'est pas riche, il n'a rien. On ne va pas oser encore me demander quelque chose. Non, pas à Nourri. Non, il ne fera pas ça à Nourri. Nous, c'est quelqu'un que je respecte. Maintenant, bon, un politique, les politiques, ils savent que nous, les journalistes, sommes leurs amis.
Donc il ne faut pas nous chercher. Allez, nous allons faire une transition rapide et aborder. Sur le médiateur. En fait, la grande question qu'on se pose, hein, c'est que pèse la voix du médiateur. Oui, c'est ce que je Non, ça dis. pèse C'est ce que, oui, en fait, c'est bien ce que j'ai voulu Dans dire le tout à l'heure. Hein. On a vu dans ce Oui, pays, oui. quand il y avait la crise. Franchement. Non, c'était les autres. Même lors du dialogue. Non, du c'était les autres. C'était les autres. Donc, Celui-là, il est inspiré. je me rappelle comment on a appelé le médiateur pour qu'il vienne lire Manu Militari. On parle de son intention. Son intention est louable. Oui. L'intention définie, Non. exécutée, ça va apporter ses fruits. Non, attends, quand même. Mais sa voix pèse quoi? Non, les autres médiateurs n'étaient pas sérieux. Oh là là. Celui-là, on sent. Oh là là. quelqu'un Pas de qui- jugement de personne. Ah, il faut Pas les de juger. jugement, pas C'est la de politique, jugement de on va les personne. juger. Allez, nous abordons sans transition le deuxième thème de cette débat contradictoire au Bénin. Une époque révolue. Suite à une affaire de parlement monocolore, Jacques Ayadi de la Moelle Épinière, Jacques Ayadi et son Moelle Bénin ont demandé récemment un débat contradictoire à Irénée Agossa de l'Orangeret. Non, de la confiance, voilà. Ah, vous imaginez. Voilà. Sauf que le jour J, patatrac, c'est comme un ballon de baudruche. Nous avons vu nos espoirs de voir un débat contradictoire et bien crevé à la lumière d'un communiqué laconique annonçant un renoncement au débat. Et les raisons évoquées dans le dit communiqué, j'aimerais demander si elles vous ont convaincu, Aboubacar Tako. Moi, d'abord, je vais prendre le péché de Jacques Ayadi. Jacques Ayadi pêche à être trop sérieux, trop vrai. Il n'a pas les allures d'un politicien qui fait dans l'hypocrisie ou qui dit les choses au contraire au même moment. Jacques est souvent dans le vrai. À lui, parfois, ça paraît naïf. Et c'est le propre de cet homme-là. C'est pourquoi certains n'aiment pas le voir en politique. Ils aiment le voir en train d'échanger du contre le pouvoir. Donc, Jacques Ayadi, sa position m'a plu parce qu'il n'a pas voulu faire une confrontation avec quelqu'un qui est dans les nuages. Donc, sa position m'a plu. Le communiqué m'a convaincu, moi. Oui, mais j'ai quand même le sentiment que quelque part on se paye une gueule, hein, parce que je ne sais pas. Est-ce que les deux, Jacques Ayadi et Irénée Agossa, ils sont vraiment dans des positions contradictoires? À mon avis, non. Donc, pour le moment, Irénée est opposant. Pour le moment, Il est peut changer demain. Il est opposant à qui? Au régime de Patrice Talon. Moi, je ne crois pas. Ah, pourquoi? Oui, Il y a un candidat contre lui. Il y a un article magnifique dans le DDJ là-dessus. Non, Si les gens... Non, je ne pourrai pas, le temps ne le permet pas, mais j'invite les gens à aller J'ai un mal immense à croire. restaurer la confiance. Il y a un article. Non, La confiance n'existe pas. C'est comme l'espoir qui n'a jamais été restauré. Non, après je parle non. Ils ont des candidats comme Patrice Talon. Ils pourraient gagner devant lui. Pardon. Je sais pas. Non, là, il y a un truc que je n'ai pas bien entendu. Ce duo a été candidat contre Patrice Talon. C'est vous qui n'avez pas voté pour eux. Il y a juste un détail que je vais te rappeler. Peut-être que tu es en train de faire de l'humour. Non, pas de l'humour. Il est où maintenant? Bon, vous l'avez déçu. Non, Irénée a dit qu'il ne sait pas où il est là. J'en viens. Je vais te Il sait pas où il est. J'en viens, je réponds. Tu m'as donné où est Corentin Corpé. Mais vous, Béninois, alors qu'il était contre Patrice Talon. Non, il est déçu, il est à la touche, il vous observe. Il voulait que vous lui prêtez vos voix pour qu'il devienne président quand Talon vous avez refusé. Il est déçu. Pas vous. Irénée, lui, il est requinqué. Irénée est teigneux. Lui, Irénée était deuxième sur la liste. Attends, c'est deux âges différents. Irénée Agossa, c'est un jeune, c'est un bouillant, il veut rester dans le game. Mais il est candidat aux élections législatives. Corentin s'est retiré, mais pas sans avoir parlé. Et il a dit quoi? Il a parlé de mariage. Il a dit qu'en fait, ce qu'il avait fait avec Irénée, c'était comme un mariage de rêve. Non, c'est un mariage de rêve. Il a croisé son conjoint que devant le maire. C'est à la mairie, devant le maire. Il avait été sonné. rendu compte que son conjoint serait Irénée. Il avait été sonné par le résultat que vous lui avez donné. Attends, je vais t'expliquer. Il a été sonné. Mais quand lui, il a dit ça, qui est-ce qui a organisé cette rencontre entre deux conjoints qui ne se connaissaient pas et qui se découvrent devant le maire? C'est Dieu. Bon, voilà, donc, ça veut dire que, oui, mais Dieu, oui, hein, Irénée croit en Dieu. Oui, c'est un croyant. Elle a dit croire en Dieu. Oui. Et vous voulez maintenant venir vous enfariner à la télé, comme quoi vous voulez faire un débat contradictoire sur quoi encore? Tibur Sadat, mais est-ce à dire alors que, avec ce qui se passe, qu'on a vu cette semaine-là, même si ce n'était pas un vrai contradictoire,
ça a été quand même tué dans l'œuf. Et ça veut dire qu'on n'aura plus de contradictoire dans ce pays. C'est la chose la plus honnête qu'on pouvait espérer. Ça dit que l'annulation de ce débat. Parce que, attends, ils allaient se contraire. Oui, vous allez faire un débat alors que vous êtes ensemble. Non, ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Non, mais attends. Vous avez la posture. Mais pourquoi tu tiens à ce que Irénée Agossa soit de l'opposition? C'est-à-dire, il a dit. Il le dit. Il a dit, mais moi je refuse. Et il critique avec véhémence le gouvernement. Bon, ben, j'avoue que... Ça, c'est de l'opposition domestique. Oui, ah oui. C'est un gros mot domestique, là, je comprends. Ça veut dire quoi? C'est une opposition qui a été domptée. C'est-à-dire, c'est comme, tu vois les lions qui sont domestiqués et tout, tu les vois un peu, tu vois, gras et tout. Les vrais lions qui sont dans la brousse, les scarface, ceux qui ont des coups de griffes au visage, qui forcent de défendre leur territoire et tout. Est-ce que tu les compares aux lions qu'il y a à Gualand? Lion, c'est lion. Qui dorment, qui s'étirent. Ça, c'est les opposants domestiques. Que Dieu nous parle. Vous avez compte dans le petit. On les voit. Ah oui, mais là tu. Vous trouvez le mot domestiqué? Non, ça c'est fort par contre. Hein. Ça me fait penser à la fameuse phrase de Emmanuel Macron avec qui dit lorsque vous parlez à votre banquier, moi je vois Poutine. Ça c'est exactement ça. C'est lui, il déconne parce que. Avant la guerre en Ukraine, Poutine n'était pas rejeté en France. Il y a même un groupe. Elle lui a rappelé cela quand même. Oui, elle lui a rappelé au moins sur ce point, elle a été assez réactive. Du coup, le gars n'est plus fréquentable. Après, les gens ont dit, mais après la guerre, ils sont sûrs qu'après la guerre, ils ne vont pas composer avec Poutine. Ils sont obligés. Bon, on revient à nos domestiques. à nos lions domestiqués. Alors, quitte des débats contradictoires. Maintenant, on revient à ce sujet-là. Quitte des débats contradictoires. Au Bénin, c'est ce qui manque le plus. Même sur les chaînes de télévision, il n'y a plus de débats contradictoires. Il peut dire pour nous flatter ici. Déjà, il n'y a plus d'opposition dans le. Bon, il y a des opposants domestiques. Mais quand tu es journaliste, que tu veux maintenant avoir un débat, qui tu veux appeler comme opposant aujourd'hui? Cette race n'existe plus. Maintenant, nous, journalistes. Non, mais les gens évaluent quand même. Les gens évaluent les risques qu'ils prennent, la compensation et tout. Là aujourd'hui, en fait, c'est pas. Mes excuses, parce que. Mais aujourd'hui, tout le monde évalue. Quoi? Évalue Misreté, évalue la criette, évalue plein de choses. Les impôts. Oui, Misreté, ça peut être. Peut-être c'est la fin du tuyau. Mais avant, du processus. Et tout. Du processus. Voilà, donc. Oui, donc les gens évaluent. Ce n'est pas qu'on leur enlève la possibilité. Même quand je fais l'effort de me retenir et de ne pas, mais j'essaie de garder tout mon sérieux. Mais vous pouvez pas savoir ce qui se passe dans ce studio là. C'est carrément intenable. Là, j'ai mal au joue de m'être tellement retenu. Bref, on est arrivé à la fin de cette émission. On va pas clore l'émission. L'émission est terminée. Quelle est la situation? En fait, je suis convaincu de quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui, si tu les invites pour venir parler dans ton média contre la rupture, je crois qu'après, ils ne vont pas te saluer pendant très longtemps. Non seulement ils vont te décliner, mais ils vont se dire finalement, ils sont en train de découvrir ceux qui ne les aiment pas. Ça dit que ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils ne parlent plus. Donc, parce qu'il est encore là, ça te déplaît. Il faut que tu lui tendes le micro, qu'il aille dire le mot, la phrase qu'il ne faut pas dire. Et que vous se retrouvez dans le processus. Oui, dans le doyen. Donc ce n'est pas que les journalistes ne les invitent pas. Mais attends, il faut voir, les gens évaluent. J'attends votre carton, Tibio Sadagbe. Si la fin de débat. Ce débat, bon, enfin, c'est pas. Moi, je trouve que ça a été très honnête d'annuler ce débat. Donc c'est carton vert. Carton vert. Et la sortie de Nourou par rapport aux législatives. Je me dis, ça pose un problème de malaise d'abord chez les démocrates et ensuite, je suis un peu déçu de ce qui est en train de se profiler. Et vous donnez quoi comme carton? Je sais pas, carton rouge. En rouge. Chez vous? Il faut commencer. C'est pas donc, NDSS. NDS, je ne prononce pas. Non, vous êtes neutre. Un neutre pour rester fidèle à ma conviction. D'homme de bon musulman en carême qui ne veut pas de guerre et qui est très. Aboubacar, passe au second sujet. D'accord. Le second sujet, c'est quoi? C'est les débats contradictoires, l'absence de débat. Non, Tibis l'a dit. Les gens évaluent. Donc, on en souffre malheureusement. C'est du rouge. Le melting pot est arrivé.
à la fin. Alors, vraiment, on a eu quand même de belles interventions par rapport au débat contradictoire déjà. Je crois que les opposants ont été domestiqués. Et ça, c'est l'une des plus belles formules que je vais retenir ce soir. On a domestiqué tout le pays, même entier. Plus personne ne peut plus rien dire. Moi, tout le monde est droit, fil long, sans que le dompteur dans le comment on parle ici, non? Non, mais oui, on parle, oui, tout à fait, c'est ça. Faut vraiment pas nous énerver. Bref, on rêve d'avoir des débats contradictoires comme on en avait connu de par le passé, cette culture démocratique-là qui permettait aux gens d'exprimer leur opinion, la liberté d'expression qui permettait justement d'avoir des courants contradictoires sur les plateaux télévisuels, de pouvoir se confronter justement. On dit souvent que c'est de la confrontation dont jaillit la lumière. Voilà, sur ce thème-là, on va souhaiter en tout cas que les débats contradictoires reviennent. Et là, pour moi, c'est un rouge, mais rouge très très sang. On a besoin d'avoir encore des gens qui ont le courage d'aller assumer leur opinion, d'aller défendre leurs convictions et surtout d'aller s'opposer à ce qui ne va pas bien dans le pays. On ne veut plus de lions domestiqués d'Agualand. On veut des lions de nos forêts, de Pendjari et compagnie, là, qui ont vraiment les signes de... Voilà. Et sur MDSS, qui ne sera pas sur la ligne d'arrivée, je suis bien d'accord avec Tibio Sadagwe, qui dénonçait une sorte de malaise à l'intérieur même du parti Les Démocrates. Le communiqué des démocrates, avec leurs exigences, annonce déjà qu'ils ne seront peut-être pas eux également sur la ligne d'arrivée. Ça n'augure déjà rien de bon. On aura encore une législature monocolore, malheureusement, si on commence déjà par avoir ces signes annonciateurs. On espère en tout cas que d'ici là, le médiateur, s'il fait un miracle, pourra rassurer les partis politiques et nous sortir enfin des personnes qui pourront véritablement représenter la véritable opposition dans ce pays, parce que les opposants domestiques qu'on a là, ça ne rassure pas. Carton jaune également pour cela. Et puis, on vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est une première parce qu'aujourd'hui, nous sommes en direct. On le fait un jeudi et donc, il n'y a pas à attendre demain pour les montages ou quoi que ce soit. C'est une première et ça continue d'avancer sur BLTV. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On remercie la production qui nous a permis, on espère qu'on n'aura pas de vilaine surprise à l'arrivée demain, tout à l'heure, quand on va descendre et regarder l'émission. En tout cas, la semaine prochaine, on va continuer de s'améliorer pour votre plaisir et on souhaite beaucoup de courage à la chaîne et à tous ceux qui y travaillent. On se retrouve, Inch'Allah. Le Maya des mondiaux de commencer. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera donc jeudi avec plaisir et au plaisir de vous retrouver. Ciao.